Mesdames, Messieurs, bonsoir. Débat spécial 31 décembre 2013. Après avoir écouté et regardé le chef de l'État déclinant son message à la nation, message de Nouvel An, à cette aube de 2014, une allée nouvelle que nous allons analyser en termes de perspective avec nos invités qui nous diront également ce qu'ils ont retenu à la fois du message du chef de l'État, mais aussi et ce qu'ils ont retenu aussi de l'année 2013 qui vient de se terminer. Nos invités, à ma droite, nous avons Thierno Bokoum du parti Réumi. Bonsoir Thierno. Bonsoir. Cheikh Sadou Fall, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes du Parti démocratique sénégalais. À ma gauche, le camp du pouvoir, parce que je viens de citer les représentants de l'opposition sur ce plateau. Barthélémy Diaz du Parti socialiste, bonsoir. Bonsoir. Benoît Sambou de l'Alliance pour la République APR, bonsoir. Bonsoir. Et puis nous avons Mignane Diouf qui représente ici la société civile, si on peut le dire. Vous êtes du Forum social sénégalais, bonsoir Mignane Diouf. Alors, premier constat, il est de pure forme. Un message un peu plus long que d'habitude de la part du président Macky Sall, qui nous avait habitués à des messages plus courts, 8 minutes parfois, 10, 15, aujourd'hui presque 30. Remarque de forme, Cheikh Sadou Fall? Oui, comme vous l'avez constaté vous-même, le message me paraît un peu long et difficile à suivre. Il y a eu tellement de projets déclinés, de plans déclinés, qu'il est absolument difficile pour le Sénégalais moyen qui écoute de se retrouver dans tout ça. On a l'impression un peu que c'est un peu la politique du demain on rase gratis. Et mon sentiment, c'est que les Sénégalais ont un peu marre des promesses et ils attendent des résultats. Malheureusement, depuis presque bientôt 2 ans que le pouvoir est en place, quand on regarde la situation économique globale du Sénégal, quand on regarde même au niveau mental, les Sénégalais aujourd'hui, leur mentalité est au plus bas, ils sont complètement découragés après avoir beaucoup misé sur l'avènement du président Macky Sall. Donc un sentiment pour moi un peu de déception, de longueur et que le discours est un peu touffu et qu'il est très difficile de décoder ce que vraiment le président voulait faire passer comme message. On parlera du fond tout à l'heure. Barthélémy Diaz, votre vis-à-vis, à gauche, la forme du message du Nouvel An du chef de l'État. Mais merci M. Khan pour l'invitation d'abord. Permettez-moi tout de même de saluer mes amis sur ce plateau, M. le ministre Cheikh Sadou Fall, mon ami et frère Thierno Bokoum, le ministre Benoît Sambou et M. Diouf de la société civile. Et je pense que c'est comme vous l'avez si bien dit, c'est un message traditionnel. Je pense que le président de la République a décliné sa feuille de route pour 2014. Il a décliné aussi ses ambitions pour 2014. Et je pense que le discours n'a pas été du tout long. Je crois qu'il a été objectif. Maintenant, ce serait peut-être intéressant d'avoir une approche beaucoup plus, comment dirais-je encore, beaucoup plus méthodique. C'est de voir qu'est-ce que le président a eu à dire l'année dernière, qu'on puisse le comparer à cette année. Et je pense qu'il y a de quoi être optimiste. Et j'ai pris bonne note. Je pense que le président de la République a la paix en Casamance. Il a mis l'accent sur les facilitateurs. Et à ce titre, je pense à Monseigneur le cardinal Théodore Adrien Sarr, à l'Église catholique en général. Il a parlé de l'acte 3 de la décentralisation, c'est extrêmement important. Il a parlé de territoire viable et compétitif. Et je suis un acteur de cette décentralisation, j'y crois. Et il a aussi mis l'accent, je pense, sur plusieurs politiques sectorielles, l'énergie, l'éducation, l'agriculture, la pêche, entre autres. On pourra en revenir. Mais je pense que ce qui est le plus important à retenir là-dedans, c'est la volonté exprimée du chef de l'État de voir un Sénégal émergent en 2014. Et je pense qu'au cours de ce débat, on pourra mettre l'accent sur certaines politiques sectorielles. Benoît Sambou. Oui, merci beaucoup, Mamadou Ibrahim. À l'instar de mon ami et frère Barthélémy Diaz, de saluer donc ceux qui sont sur ce plateau aujourd'hui, mais surtout de saluer les Sénégalais qui nous regardent ce soir et en profiter pour leur souhaiter les meilleurs vœux de bonnes et heureuses années
et que cette année soit dans la perspective du discours du chef de l'État, le président Macky Sall, qui encore une fois est revenu sur les questions sur lesquelles il était attendu. Le discours, vous le dites, comparé à ces derniers, est un peu plus long, mais je crois que 30 minutes à peu près, c'est dans la bonne. Parce qu'aujourd'hui, à la croisée des chemins, il était important qu'il ne laisse aucun sujet en rade. Et surtout, il n'a pas fait de grand développement. Il a été concis, il est revenu précisément sur les questions sur lesquelles les Sénégalais l'attendaient, l'emploi, le coût du loyer, l'agriculture, etc., l'éducation, pour dire ce que nous allons faire en 2014. Et cela nous offre vraiment des perspectives intéressantes, surtout que dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique aujourd'hui, il nous a entretenu du plan Sénégal émergent, qui est pour nous une accélération de la stratégie nationale de développement économique et social. Donner l'impôt, et il est en bonne perspective du discours de politique générale que Madame le Premier ministre Aminata nous avait déjà servi il y a un mois d'octobre. En tout cas, nous nous satisfaisons de ce discours qui est pour rassurer les Sénégalais, mais aussi pour apaiser. Et comme d'habitude, appeler les Sénégalais à se mobiliser autour de notre pays. Que nous cessions d'être dans une situation permanente de conflit et de polémique inutile. Et rassembler les Sénégalais autour des perspectives de développement, appeler les Sénégalais au travail, appeler les Sénégalais à la paix. Et c'est ça, vraiment, je crois que nous retenons. Maintenant, nous reviendrons plus en profondeur donc, sur les différents éléments constitutifs du discours du chef de l'État. Thierno Bokoum, discours pour rassurer, c'est ce que soutient Benoît Sambou. Vous êtes rassuré par ce message? Merci beaucoup, Mamadou. Je voudrais tout d'abord, bien entendu, saluer tous ceux avec qui je partage cette table. Également saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs de la TFM qui nous suivent. Je pense que le président, à un moment donné, nous avait habitué effectivement de discours courts, comme quoi il faut beaucoup travailler. Après 1 an et demi, presque 2 ans, et n'ayant pas beaucoup travaillé, je pense qu'il faut maintenant beaucoup parler. Et c'est ça qui montre qu'il a été obligé de faire remplacer la parole par la pratique. Et c'est ce que nous avons constaté. Je pense que nous avons eu quand même l'occasion de lire le discours du président depuis le 4 avril 2012. Et récemment, disons en décembre 2012 déjà, il nous annonçait 1000 tracteurs. Aujourd'hui, on en est encore aux effets d'annonce. Nous allons faire en sorte qu'il y ait un matériel au niveau de l'agriculture. Donc, pour le fond, je crois que c'est du déjà entendu. Il y a en perspective véritablement une stratégie bien claire. Il vient de le dire, Monsieur le ministre, qu'il va appliquer le programme Sénégal émergent après plusieurs mois de tâtonnement. Nous pensions que il fallait d'abord se préparer, réfléchir avant de demander les suffrages. Nous pensions que le Yoonu Yokkute était déjà bien pensé. Malheureusement, on nous présente un plan Sénégal émergent qui vient un peu contredire la SNDS et même la stratégie de croissance accélérée qui a également pour objectif d'accélérer la croissance. Bref, ils n'ont pas encore une orientation claire de comment il doit faire pour nous mener vers ces objectifs-là. Donc il y a des promesses et jusque-là nous attendons encore. Mignane Diouf du Forum social sénégalais, vous vous retrouvez dans le message à la nation du président de la République Macky Sall. Merci Mamadou, je voudrais vous remercier, mais aussi continuer à vous encourager dans le travail que vous abattez. Saluer mes frères et amis qui sont sur ce plateau,
Et souhaiter aussi la bonne année à tous les Sénégalais, mais aussi à toute la communauté étrangère, entre guillemets, qui partage avec nous notre vie sur ce territoire sénégalais. Pour être honnête, j'ai pris le discours en cours. Et j'ai retenu, oui, pas mal de choses qui ont été dites et qui me semblent être les choses sur lesquelles, dans la gouvernance actuelle du monde, des éléments devraient être analysés par les gouvernants du continent africain. Parmi ces éléments de la mondialisation, c'est les questions sociales qui ont fini de bouleverser une bonne partie du continent africain. Ces questions sociales sont liées à la santé, à l'éducation, au logement, droit au logement, aux services sociaux de base. Et c'est l'ensemble de ces questions que nous avions souvent dit déjà en 96, dans les années 90, que si on ne fait pas attention, ces questions sociales continueront lourdement à bouleverser les schémas politiques des dirigeants. Et en réponse à ça, nous avions lancé 2 slogans. Le premier slogan, c'était « Annuler la dette des pays du tiers-monde pour libérer le développement social ». Et le second slogan, c'était « Oui, un autre monde est possible ». C'est pourquoi ce soir, quand j'ai pris de court le discours et entendu certaines choses qui ont trait à ces éléments, sans rentrer dans les débats politico-politiciens et être sincère et honnête avec moi, je crois que c'est là des défis. Maintenant, la question de savoir, ces défis sociaux, ces défis de mondialisation, comment, d'une façon objective et politique, avec une dose de citoyenneté et de participation populaire, comment ces défis vont être relevés. Justement, on a appris ces derniers jours de l'année 2013, selon un rapport, qu'il risque d'y avoir des soulèvements populaires dans certains pays africains au nombre de 6. C'est vrai, le Sénégal n'en fait pas partie, ou encore partie. Est-ce que vous pensez que c'est pour cela que le président Macky Sall a mis l'accent aussi sur les questions sociales, en parlant du loyer, en parlant des logements sociaux, de la bourse de sécurité familiale, etc., etc. J'avoue qu'à la fin du forum social dernier que nous avions tenu à Tunis, un pays du printemps arabe, nous avions abouti à ces conclusions à la dernière journée de la tenue du forum social. La complexité des problèmes pour nous était telle que l'année 2014, qui pourrait correspondre de l'avis de beaucoup d'économistes à une année de relance de l'économie mondiale, pourrait être aussi une année de perturbation sociologique et sociale dans le Sud. Du simple fait qu'au moment où les pays du Nord voudraient recomposer leur économie et leurs finances avec des banques qui reprennent la vie, avec aussi des secteurs industriels qui reprennent la vie, au même moment aussi, avec la fuite de certains capitaux, avec un système de délocalisation qui n'est pas achevé, les pays du Sud aussi étaient soumis à un harcèlement, excusez-moi le terme, d'une demande sociale forte. Et cela dans la plus grande partie des pays au sud Sahara, un peu aussi avec le Maghreb, qui est en période de maturation démocratique après ce qu'on a appelé le printemps arabe. Voilà pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, sans doute, je ne suis pas dans le du président, mais je pense que les techniciens qui ont aidé à faire ce discours, sans doute ont pris en compte ces aspects dans l'analyse sociopolitique. Chez Sadibou Fall, du Parti démocratique sénégalais, je parlerai de l'autre PDS, qui est le bourreau des différents pouvoirs au Sénégal, c'est le parti de la demande sociale. Est-ce que vous pensez que le président Macky Sall a compris, en annonçant un certain nombre de décisions, ou en tout cas de perspectives au niveau social, qu'il a compris que ce PDS-là pourrait constituer un danger pour lui? Vous savez, tout à l'heure, j'ai omis de saluer mes partenaires qui sont aujourd'hui ici sur le plateau et vous remercier aussi de votre invitation. Non, le PDS n'est pas un parti, à mon sens. Moi, le PDS que je connais, que je veux comme parti politique, est un parti d'opposition, mais doit être un parti d'opposition responsable. Nous ne sommes pas là pour allumer des foyers de tension. Je crois qu'aujourd'hui, l'intérêt de tout le monde, l'intérêt de tous les Sénégalais, c'est que le président Macky Sall réussisse. Après tout, il vient de chez nous. C'est un libéral, même s'il est aujourd'hui à côté de nos amis Barthélémy, mon nouveau Barthélémy, de Moustapha Niasse et consorts. Mais l'intérêt aujourd'hui de tous les partis politiques, pour peu qu'ils soient des partis patriotiques, qui soient
qu'ils aient le souci de la paix au Sénégal, le souci du développement, c'est de souhaiter que le président Macky Sall puisse réussir. C'est ça. Je crois que vous avez souligné tout à l'heure, et c'est important de le dire. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est un monde en ébullition. Que ce soit au nord comme au sud, on assiste partout à des... Les soulèvements ne se limitent pas simplement au sud, mais au nord, il y a des risques aujourd'hui. Quand on regarde la situation en France, il y a des soulèvements presque tous les jours. Ailleurs aussi, il n'y a qu'aux États-Unis qu'on a noté une certaine reprise qui tarde à se faire jour, et les dirigeants européens aujourd'hui ont même quelques frayeurs à ce que cette croissance-là ne puisse pas se déverser sur l'Europe pour régler les problèmes. Or, aujourd'hui, nous, en Afrique, on a beaucoup de défis à relever. Le premier défi, c'est, comme le disait Cheikh Anta Diop, la sécurité passe avant le développement. Or, nous vivons dans un contexte politique et environnemental qui est aujourd'hui très, très mouvant. On a vu ce qui s'est passé au Mali, on a vu ce qui s'est passé en Mauritanie il n'y a pas longtemps. Regardons la Guinée-Bissau qui est à nos côtés. Et la Casamance, aujourd'hui, le président vient d'annoncer des avancées dans les discussions. Ce que nous souhaitons tous, c'est que la paix s'établisse en Casamance et que l'opposition puisse jouer son rôle d'opposition, mais une opposition responsable, une opposition constructive. Or, aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est que, en dehors du fait que, comme on l'a souligné tout à l'heure, le pouvoir manque de vision. Il n'y a pas une vision globale de ce qu'on a du mal à cerner réellement ce que veut le pouvoir aujourd'hui de Macky Sall, ce que veut la coalition. Parce qu'on est parti des conclusions comment on appelle ça encore, des assises nationales. Puis il y a eu le Yonou Yokouté. Ensuite, on nous parle du Sénégal émergent. On ne sait plus à quel sens se vouer dans tout cela. Il faudrait quand même qu'il y ait une feuille de route qui manifeste une certaine cohérence par rapport aux préoccupations du peuple sénégalais pour être crédible, fiable et qu'on puisse y croire. Mais tout ce qu'a dit aujourd'hui le président de la République dans son discours, vous me permettrez une seule seconde, c'est qu'on a vu dérouler un certain nombre de vœux, un certain nombre d'intentions qui sont louables sur le principe, parce que quand on dit on va faire ceci pour le transport à Rufisque, machin, à part quelques qui me semblent être, je ne dirais pas gadgets, mais des avancées, mais pas trop significatives, notamment sur la prise en charge au niveau de la santé et tout ça, on n'a rien vu de concret qui puisse fonder un espoir soutenu chez Sénégalais et dire qu'aujourd'hui que les promesses qui ont été faites pour l'élection du président Macky Sall, ces promesses-là sont tenues et c'est là où se situe le... On va essayer d'être concret en tout cas dans ce débat. Je donne un exemple. Le président Macky Sall a annoncé des mesures concernant le loyer. Il parle d'une baisse prochaine de 29% sur les logements sociaux, 14% pour le moyen standing et 4% pour le haut de gamme. C'est pas concret? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ce que j'en pense, c'est ce que je pense aussi des autres projets qui ont été décrits, notamment sur la décentralisation. Sur le principe, c'est une bonne chose. Une bonne chose. Oui. Que le président dise qu'écoutez, les Sénégalais ploient sous le coût des loyers qui sont souvent exorbitants, qu'il y a des spéculations et tout ça. C'est une bonne chose. Mais est-ce qu'il y a eu concertation avec les professionnels du secteur? Est-ce qu'il y a eu concertation au niveau même de la coalition pour effectivement, parce que quand on prend des mesures aussi fortes en termes d'impact social, je relève quand même c'est déjà avec votre gouvernement que la réflexion a été entamée. Exactement. Avec une commission parlementaire dirigée par le professeur Iba Der Thiam, qui est toujours membre de cette commission. Vous avez parlé au niveau de l'Assemblée d'une commission, mais elle doit être élargie. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est tout ce qui se décline au niveau gouvernemental puisse être... pour que les populations puissent l'approprier, il faut une large concertation, effectivement, avant de prendre des décisions, parce que le problème, c'est qu'on arrive dans l'application à des blocages qui vont remettre en cause ces, comment on appelle encore, ces décisions qui, sur le principe, peuvent paraître être de bonnes décisions, mais difficiles à appliquer parce qu'il y a on verra Barthélémy sur ce thème, question sociale, plus précisément le loyer. Et le loyer, vous me permettrez tout de même d'abord de dire et de rappeler que je suis un fervent militant de la concertation, du dialogue. Et je pense que c'est le président de la République, Macky Sall, qui a été élu. Mais les socialistes, quand nous étions au pouvoir, nous avions cru au logement social à travers la SICAP, à travers les HLM. Aujourd'hui,
je suis de la mouvance présidentielle, mais je suis très sceptique par rapport à cette volonté émise du chef de l'État de baisser les loyers. Il a effectivement annoncé 29% pour les logements sociaux, 14% pour les moyens standing et 4% pour le haut de gamme. C'est à saluer, bien sûr, cette initiative, cette volonté manifeste du président de la République. Mais les mécanismes qui seront mis en place dans une république, dans une démocratie comme le Sénégal, pour pouvoir atteindre cet objectif, je suis un peu sceptique par rapport à tout cela. Ceci étant dit, alors que tout le monde constate qu'il y a des prix exorbitants et même usuraires qui sont appliqués. Mais ceci étant dit, M. Kane, le président de la République peut effectivement baisser les loyers à une seule condition, de mon humble point de vue, j'ai peut-être tort. Et je pense que l'exemple des socialistes n'est pas quelque chose qui doit être laissé en rade. Je pense que c'est anormal, et je le dis à l'endroit de mes amis du PDS, parce que ça a débuté à l'époque avec le président Abdoulaye Wade, d'octroyer à des privés des dizaines, voire des centaines d'hectares. Et bien sûr, la spéculation est passée par là, et malheureusement, résultat des courses, notre génération, je pense sous le contrôle de mon ami Thierno Bokoum, nous n'avons pas accès au logement aujourd'hui. Je prends l'exemple de mon père. Vous voyez, alors que le but final, c'est d'avoir son logement. Je prends l'exemple de mon père, qui fut fonctionnaire toute sa vie, en grande partie. Mais mon père est propriétaire, comme la plupart de mes oncles, de maisons dans les SICAP. Aujourd'hui, nous appartenons à une génération où le logement, pour nous, c'est une illusion, c'est un mythe. Et je pense que le président de la République, je salue encore une fois de plus sa volonté de vouloir baisser les loyers, mais la voie empruntée, je suis un peu pessimiste, parce que je pense qu'il y a déjà des mécanismes qui sont en place, qui ont pour nom la SICAP, les HLM. Il faut que ces sociétés puissent revenir à leur vocation d'antan, et que le foncier qui appartient tout de même au peuple soit mis à la disposition de ces structures, qui sont les structures parapubliques, voire publiques, parce que dans le cas contraire, effectivement, on va se retrouver avec des gens qui sont propriétaires d'hectares sur des bases totalement, excusez-moi l'expression, frauduleuses. Et récemment, nous avons vécu cette expérience à travers la presse, je ne veux pas citer le nom, mais c'est tout de même anormal qu'un seul individu au Sénégal puisse se retrouver avec une dizaine, voire une vingtaine de titres fonciers ou de baux à travers un canal d'attribution, une commission de contrôle des opérations domaniales. Ils sont partagés le foncier de ce pays. Et ce foncier, vous me permettrez de terminer, je pense que si le président de la République accepte de siffler la fin de la récréation, et que le foncier soit mis à la disposition de ces structures publiques et parapubliques, je reste convaincu que particulièrement notre génération, nous pourrons avoir accès au logement. Et en plus, je terminerai en disant que, avec le nouveau Code général des impôts, ce serait par exemple des initiatives de dire que par exemple, tous ceux qui cherchent à accéder à leur premier logement, c'est 0% d'impôts, 0% de taxes. Mais parce que tout de même, le logement, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Et je pense que le chef de l'État, ce serait intéressant effectivement qu'il ouvre une large concertation, et je reste convaincu que l'exemple des socialistes est un exemple à ne pas laisser en rade. Benoît Sambou, ils sont d'accord, bonne mesure dans l'intention, mais ils sont pessimistes par rapport à leur application sur la question du loyer, de ces baisses qui sont annoncées. Êtes-vous aussi pessimiste que... Oui, mais permettez-moi d'abord très rapidement de revenir sur certains éléments, notamment le programme Yonou Yokote, qui est adossé sur 5 principes fondamentaux. Un retour du Sénégal comme place forte, assurant un leadership sous-régional et international. La paix en Casamance notamment. Un contrat social, parce que n'oubliez jamais que le président de la République a eu à faire au moins 2 fois le tour du Sénégal avant d'être élu. Il a su mettre un visage sur la misère. Et il a fait le choix de la réduction des inégalités. La bonne gouvernance, parce que nous considérons que l'un des plus gros fléaux des pays africains, c'est la mauvaise gouvernance. Et il s'agissait de ramener la confiance auprès des Sénégalais, auprès des partenaires, et de remettre dans le bon sens. Mais surtout le développement économique de notre pays. C'est ça le Yonou Yokote. La SNDES s'adosse sur le Yonou Yokote parce qu'il a été élaboré avec le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Mais si nous voulons rattraper ces pays aujourd'hui de la sous-région comme la Côte d'Ivoire qui est à peu près à 9% de croissance,
Le Burkina Faso, qui est autour de 7%. Le Sénégal, quand on arrive en 2012, était à 2,5%. En 2013, nous avons fait 3,6%. Il faut accélérer la cadence. Sinon, nous ne les rattraperons jamais. Et accélérer la cadence, c'est créer les conditions d'investissement massif dans des secteurs prioritaires. Et c'est ça qui a amené le plan Sénégal émergent, qui est un volet d'accélération donc de la stratégie nationale de développement économique et social. Donc, ce qui pose peut-être problème au commun des mortels, c'est tout ça à la fois. Yonou Yokoute, c'est un programme qui a amené stratégie de croissance. C'est ce que j'expliquais. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohérence d'ensemble? Mais si on s'écoute, on se comprend. Yonou Yokoute, c'est un contrat entre le président et les Sénégalais. Le projet qu'il a porté au pouvoir. En quoi le plan Sénégal émergent est une contradiction avec Yonou? Au contraire, c'est une accélération des mesures. Créer les conditions pour que des investissements importants, notamment du secteur privé, puissent venir au Sénégal et que nous puissions rattraper le gap qui nous sépare. Pour dans les 10 ans à venir, que le Sénégal puisse se retrouver avec une croissance au moins de 7%. Mais en quoi c'est une contradiction? Au contraire, c'est une ambition. Maintenant. Très bien. Répondez maintenant. Dans la dynamique et la logique que le président a toujours eue, de réduction de la fracture sociale, il a mis en place des instruments. Nous y reviendrons, comme la bourse de sécurité familiale, la couverture maladie universitaire. On y est. Mais aujourd'hui, il y a une baisse du coût de loyer. Quel Sénégalais aujourd'hui ne souffre pas du coût de loyer? On n'a pas besoin d'un débat national pour comprendre que le coût de loyer est cher et qu'il y avait des pratiques qui faisaient que les Sénégalais ne supportaient plus cela. Non, elles sont toujours là, ces pratiques. Oui, il y a des pratiques, mais c'est pour cela que cette commission a été mise en place pour faire un diagnostic de la situation et proposer des solutions. 29% de réduction sur certaines catégories et 14% pour d'autres. Maintenant, on ne s'arrête pas là, parce que Barthélémy l'a dit. C'est pas la réduction du loyer du coût de loyer n'est pas une finalité. C'est permettre aux Sénégalais d'accéder au logement. Et c'est pour cela qu'il a lancé un important programme de construction de logements sociaux. Déjà 2000 logements. Et on va accélérer la cadence. Donc, qu'est-ce qui peut dire aujourd'hui... 2000 logements sociaux en 2014. En supplémentaires. Déjà en 2012, en 2013, en 2014. Dans le cadre de la lutte contre les inondations, nous avions un programme important qui a été déroulé. Ça, c'est extrêmement important pour les Sénégalais qui aujourd'hui, qui ne pouvaient pas accéder. Est-ce que le mal, ce n'est pas toujours de penser Dakar? Pourquoi le Sénégalais qui se trouve à l'autre bout du pays n'a pas droit au logement? Mais c'est ça que j'arrive, c'est pas seulement Dakar. Dans la phase d'urgence, c'était Dakar, sortir les populations des inondations et leur redonner un foyer. Les inondations ne touchent pas que Dakar. Mais attendez, et Dakar est la zone qui en souffre le plus. Mais les inondations, vous savez très bien que nous en souffrons, on ne peut pas régler tout en même temps. Donc il y a une première phase, il faut comprendre que comme le développement est un processus, il y a une première phase qui a consisté à soulager les populations de la banlieue, mais les objectifs du président de la République, c'est de faire en sorte que le monde rural puisse être fortement touché par ces dispositions et cette politique-là. Et c'est pour cela qu'il a donné des instructions pour que partout dans le Sénégal, on crée de la richesse, on crée de la valeur ajoutée et surtout que cela soit accompagné par une véritable politique d'accès des populations rurales donc au logement. Autour des programmes qu'il a cités, dans le programme des domaines agricoles communautaires, autour de toutes ces zones de production, il y aura des logements sociaux. Très bien, on verra. Thierno Bokoum, sur ces questions sociales, on parle du logement, du loyer. Est-ce que vous vous retrouvez finalement dans ce qui a été exprimé par le chef de l'État? Plus effectivement, plus on évolue dans les promesses et dans les explications, on augmente la déception. Parce que ce qu'on a malheureusement, c'est que les mesures qui sont prises le plus souvent, c'est juste pour montrer aux Sénégalais qu'ils sont en train de travailler, alors que dans le fond, il n'en est rien. La baisse des loyers. Nous sommes dans un marché de l'offre et de la demande.
ils n'ont pas les moyens de baisser le loyer. Ils ont les moyens de pouvoir le dire et de faire essayer de faire comprendre aux Sénégalais qu'ils font des efforts dans ce cas-là, mais ils n'en ont pas les moyens. Pourquoi? Il faut nécessairement, et c'est important, ce qu'il faut donner aux Sénégalais, c'est un pouvoir d'achat. Les Sénégalais n'ont pas un pouvoir d'achat. Même si aujourd'hui, par extraordinaire, on parvient à harmoniser, baisser les loyers, il y a des Sénégalais qui ne peuvent pas ni avoir ni avoir une maison. Je pense que je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit tout de suite mon ami Barthélémy Dias. Si on examine de fond en comble tout ce qu'ils ont expliqué en termes de promesses, en termes de projets, il y a bien entendu des vœux, il y a bien entendu cette volonté de dire oui, nous voulons bien faire, mais au fond, ils ne donnent pas les moyens d'aller jusqu'au bout. Si c'est la même chose. Si on prend la couverture maladie universelle, il faut qu'ils expliquent aux Sénégalais qu'ils arrêtent de parler de gratuité. Qu'ils arrêtent de parler de gratuité. Déjà, il y a une contradiction entre mutuelle et gratuité. Déjà, ça, c'est une contradiction. Ensuite, pour la gratuité des soins, c'est au niveau de la santé et des postes de santé. Et quand vous êtes hospitalisé seulement pour 7 jours, et quand il s'agit des hôpitaux, il n'y a pas de gratuité, sauf, et ça ne concerne que de 0 à 5 ans, donc il faut qu'ils enlèvent ce mot universalité, franchement, il faut qu'ils l'enlèvent, et sauf lorsque dans les hôpitaux, vous venez en urgence, vous pouvez ne pas payer. Mais quand vous venez, vous amenez votre enfant de 0 à 5 ans, vous payez. Donc, ils arrêtent de nous parler de gratuité, il n'y en a pas. Fonds 6, le président en a parlé, ce n'est pas un fonds souverain. Un fonds souverain, c'est sur la base d'un excédent. Il n'y a pas d'excédent dans tous les secteurs. Nous avons un budget déficitaire. Si on prend ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport au ce qu'on appelle le projet Sénégal émergent. Mais franchement, vous venez, vous trouver 2,5% de croissance. Nous sommes allés à 3,6% en fin 2012. Maintenant, il faut accélérer. Il faut qu'on explique également aux Sénégalais, il ne s'agit pas de venir et de découvrir à sa grande surprise qu'il y a eu telle croissance, tel déficit, telle dette. Tout est public. Il n'y a rien, dans aucun pays, il n'y a pas de déficit économique qui sont rangés dans les tiroirs. Quand vous confectionnez votre programme Yono Yokote, c'est, je pense, en vous basant sur un existant qui est déjà là. En considérant la dette qui est là, en considérant la croissance qui est là, en considérant tout ce qui est là comme indicateur économique. Et c'est à partir de ce constat-là qu'ils ont dit qu'il y a une émergence. C'est ce qu'on ne voit pas. Le plan Sénégal émergent, on a dit que ça s'inspire de la SNDS. Mais non, le plan Sénégal émergent a été conçu par disons, les Sénégalais dissous. McKinsey qui l'a conçu. Oui, le cabinet McKinsey. Dissous. Oui. Ok. D'un coup, ils ne se sont pas inspirés sur ça. Parce que ça, ils disent que c'est le Yono Yokote, mais tout le monde sait que c'est le DPS qu'ils ont trouvé ici. Bon, c'est vrai qu'il y a des projets du Yono Yokote, mais encore une fois, ces projets ne prennent pas encore forme. Donc, à presque 2 ans de gouvernance, on est encore à la réflexion. C'est ça le problème. On est encore à la réflexion. Je suis désolé, juste ça, d'autant plus que cette SNDS, en termes de perspective 2014, vous savez qu'il y a le rendez-vous du Club de Paris qui est prévu au mois de février. On aura l'occasion d'y revenir, c'est pour essayer un peu de cerner les sujets. Parce que nous parlions des questions sociales. Mignane Diouf, c'est vous. Mais si tu termines, juste sur une question, pour dire tout simplement que le ministre, tout récemment qu'on a reçu pour la loi de finances rectificative, a carrément dit qu'ils ont finalisé un document qui fait la synthèse de tout ça. Il l'a dit. Donc ça veut dire que déjà, il y avait une certaine contradiction entre les différents documents. Ils n'ont pas encore une orientation précise, une orientation claire pour dire voilà la voie de l'émergence. Et c'est ça qui fait qu'on revient toujours sur les mêmes promesses. Vous avez ouvert le débat sur les questions sociales, la question du logement, parce qu'effectivement il y a le loyer, mais au-delà c'est l'accès au logement. Est-ce que vous
vous avez identifié en termes de vision et de politique quelque chose qui devrait pouvoir permettre, parce que c'est le rêve de chaque Sénégalais, d'avoir son toit à lui. Mais effectivement, oui. Dans les années 80, nous sommes arrivés avec un ensemble de recommandations au concept droit au logement. Ce n'est pas un luxe, c'est un droit naturel et social que la politique doit régler. Et la Fondation droit au logement a un bureau à Dakar, sur l'autoroute nationale. Donc, l'alimentation, le logement, la santé, l'éducation, c'est des droits humains sans lesquels il n'y a pas de vie possible. Et quand on manque de ces 4 droits fondamentaux, on vit une pauvreté. Voilà pourquoi nous disions aussi, si le développement, c'est les individus et les populations dans des conditions d'épanouissement et de bien-être, il faut alors commencer par ces 4 points fondamentaux. Et voilà pourquoi aussi nous avions souvent dit, les questions de développement sont essentiellement des questions de population. Et toutes les questions de population renvoient à des questions de développement. La population exige quoi? À être logée, à manger, à être éduquée et à être soignée. Voilà pourquoi donc le droit au logement pour nous devrait être un slogan à partir duquel les pays du Sud devraient travailler. Déjà au Nord, on appelle les sans-logements. Il arrive des moments où l'État se rend compte qu'il faut les permettre, selon les changements climatiques, d'aller occuper certains espaces pour être dans des conditions inhumaines, extrémité et inhumanité. Il faut aussi donc, à partir de ce moment-là, je crois, prendre 2 mesures. La première mesure pour nous, c'est que tous les responsables décideurs politiques de l'Afrique devaient avoir une politique de logement social. Et l'exemple à l'époque des années 70-80 avec le projet socialiste de Senghor, les SICAP et les HLM, mais ont permis à beaucoup de travailleurs de trouver où se loger pour aller être à disposition le lendemain de l'administration et du développement du pays. Je prends un autre exemple qui est un exemple probant. Le Burkina Faso de Thomas Sankara en 83, il n'y avait pas de logements sociaux. Sankara a dit, attendez, nos enseignants qui sont le matin se lèvent pour aller nous former des citoyens, il faut les loger. Et dans une ville appelée Dakar, parce qu'il faut qu'on soit j'en viens, au lieu de dessiner des plans sur la commune, dans une ville comme Dakar où on a pris la terre, il faut le dire, on a donné des hectares, mais à une échelle industrielle, à des gens, des privés qui sont en train de spéculer. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à des expropriations? Je suis tout à fait d'accord avec vous. À l'époque, nous avions aussi donc pris ces initiatives-là. Nous avions dit, même s'il faut exproprier, ceux-là qui ont exproprié en premier temps, les sociétés africaines et les Africains, il faut y oser. Mais cela se fera dans une politique sociale de logement qui dit, je veux bâtir des logements sociaux. Où? À Dakar, seulement à Dakar, à Diamniadio, à Thiès, à Mbour, à Ndiaganiao, entre Kadiaï et Fatick. Et on essaie donc de trouver les espaces à partir desquels, à 150 km de la capitale, à 200 km, comme cela s'est fait dans les pays du Nord. Il y a des gens qui habitent à 150 km de Paris et qui vont travailler à Paris. Vous allez à Rome, c'est pareil. Mais pourquoi est-ce qu'on doit penser qu'en Afrique, il faut à Bamako, à Dakar, à Ouagadougou, à Abidjan? Je suis donc dans cette logique que nous avions déclinée à l'époque en disant, la voudrait dire, se dire d'abord, où est-ce que nous allons faire cette politique de logement? Avec qui? Mais avec l'État d'abord en premier chef et ses outils de construire le logement. Et ensuite, en second lieu maintenant, voir dans la démarche d'aménagement global du territoire du Sénégal, quelles sont les zones les plus approximatives de la capitale, dans le rayon de la capitale de 150-200 km, et ensuite aussi donc dire, nous allons décongestionner dans ce rayon-là, décentraliser dans ce rayon-là, et nous sommes à l'acte 3, et permettre à aussi d'avoir la politique urbaine de logement. On parlera de l'acte 3 tout à l'heure, c'est un des thèmes de ce débat de ce soir, consacré au bilan de l'année 2013, mais aussi les perspectives de 2014. Cher Sadibou Fall, sur les questions sociales toujours, est-ce que le président Macky Sall
ne prend pas le contre-pied de son prédécesseur, le président Abdoulaye Wade, qui avait mis l'accent sur les infrastructures et il a fait des résultats dans ce domaine. Est-ce qu'il ne prend pas le contre-pied finalement de son prédécesseur? Mais non du tout, au contraire. Je pense qu'aujourd'hui, tout le programme que déroule le président Macky Sall s'inspire de ce qui a été fait en termes de couverture sociale, le plan Sésame. Ah oui, il a parlé de la relance du plan largement de ce qu'avait commencé Abdoulaye Wade. Personne ne peut le lui reprocher parce que disons la couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle, c'est une. Non, il y avait déjà le plan Sésame, la couverture maladie universelle, on l'avait déjà entamé. Je pense que les documents sont là pour le prouver. Et le fait que le président Macky Sall soit allé dans ce sens est une bonne chose. Comme je l'ai dit, moi je suis dans une opposition constructive, c'est une bonne chose, mais Wade avait beaucoup fait, effectivement, pour ce qui concerne la santé, d'abord par la mise en place d'infrastructures que tout le monde connaît et qui sont en voie de finition aujourd'hui. Toutes les couvertures qui étaient prévues sur, comment dirais-je encore, la prise en charge au niveau des dialyses et tout ça. Donc il y avait un programme qui était déroulé et le gouvernement, au nom de la succession d'État, s'inspire de ce qui a été fait pour parachever l'œuvre, tant mieux. Maintenant, on verra au résultat. Maintenant, pour ce qui concerne, je voudrais un tout petit peu, si vous le permettez, sur deux questions qui me semblent importantes. Parce que mon sentiment est que pour faire de la politique, il faut avoir les moyens de sa politique. Or, les premiers moyens de sa politique, c'est une bonne organisation de départ, c'est un message clair, c'est une vision qui soit claire. Macky Sall a été élu avec 65% de voix. Donc il a été bien élu. Ça, on ne le remet pas en doute. Il a fait des promesses aux Sénégalais. On a parlé tout à l'heure de croissance. On se rappelle que le président Macky Sall avait promis aux Sénégalais dès 2013 d'amener la croissance au niveau du Sénégal à 7% et en 2017 avec une croissance à 2 chiffres. C'est des paris qui ne sont pas tenus. Voilà, donc tout ça, c'est... je crois que, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un ici, il faut de la cohérence dans la démarche. De la cohérence. Il ne faut pas dire on va faire ceci, demain... voilà, tant que cette cohérence-là n'existe pas, on ne pourra pas... Les Sénégalais aujourd'hui ne savent pas où ils vont. Maintenant, sur la question sociale et sur la question du logement en particulier, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Sénégal a été victime quelque part de l'exode rural. Il y a eu effectivement un flot de population qui a quitté, comment dirais-je, par manque d'activité, qui a quitté un peu les zones rurales pour venir vers les zones extra-coutumières. Ça a fait un rush extraordinaire et ça, à un moment donné, ça a été mal géré. Parce qu'effectivement, il y a eu, en parlant que des inondations, il y a eu des sites qui ont été désignés pour abriter des populations. Et ces sites-là, tout le monde sait qu'à l'époque, c'était des sites qui étaient inondables parce que c'était des zones qui étaient des zones où la nappe phréatique était presque à fleur de peau et qui, au moindre goutte d'eau, devenaient des zones inondables. Maintenant, pour la politique de logement, tous les gouvernements qui sont passés par là, y compris le Parti socialiste qui a eu l'initiative des HLM et autres structures qui ont fait... Barthélémy Diaz demande à s'inspirer de... Mais c'est une bonne chose, pourquoi pas? Écoute, on est là pour ça. Si un pouvoir a fait de bonnes choses, mais il faut effectivement le suivre. Maintenant, sur l'augmentation des loyers, comme l'a dit tout à l'heure Barthélémy Diaz, la baisse des loyers, il faudrait une concertation au plan national des professionnels et conseillers. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a eu, à un moment donné, des abus sur l'attribution des terres. Nous sommes des libéraux. Notre sentiment est qu'il faut que, effectivement, pour développer un pays, pour qu'il y ait de la ressource, pour créer de l'emploi, il faut libérer les initiatives. La politique du président Wade était effectivement de faire en sorte que les professionnels, les privés qui agissent dans le domaine de l'immobilier puissent effectivement mettre en place des structures qui leur permettent. Mais il avait aussi tenu à encadrer cette politique, surtout cette politique des prix. Parce que n'oublions pas que nous avons mis en place des projets et que ces projets-là ont été livrés à des coûts qui sont extrêmement supportables. Et c'est aujourd'hui de cela que s'inspire le président Macky Sall pour avancer dans la mise en place de logements sociaux. Très bien. Alors, voilà. Donc il ne faut pas...
il n'y avait rien qui a été fait. Il y a des choses qui ont été faites. Et ces choses-là, aujourd'hui, inspirent le maximum. On a même l'impression qu'aujourd'hui, que le pouvoir, a coûté court après ce qu'a fait l'alternance dans beaucoup de domaines. Très bien. Alors, on va évoluer un peu, si vous le voulez bien, pour parler de la question de l'emploi. Le président a parlé de son programme, en tout cas pour lutter contre le chômage. Il a annoncé déjà des emplois qui ont été créés, qui tournent autour de 6 000, quelque chose comme ça. Est-ce que vous, Barthélémy Diaz, vous sentez vraiment des mesures fortes permettant d'inverser la tendance quand on sait qu'à peu près 150 000 demandeurs d'emploi sont sur le marché chaque année? Oui, je voudrais seulement dire que je pense que concernant l'emploi, le président d'abord a parlé du secteur privé et c'est important. Et ça, il faut reconnaître au moins l'honnêteté intellectuelle, la responsabilité politique de mettre l'accent sur la réalité. La réalité, c'est que c'est au secteur privé de créer des emplois, à l'État, au gouvernement de créer les conditions d'émergence de ce secteur privé. Et c'est important. Je pense que toujours sur le volet emploi, je pense que je peux parler d'emploi et de bonne gouvernance. Le président de la République a parlé de l'audit de la fonction publique et il est allé au bout de sa logique en disant qu'au bout de cet audit, ces postes vacants pourront être remis sur le marché. Et je pense qu'il faut même procéder à des radiations. Effectivement. Et là, on parle en termes de milliers d'emplois, d'opportunités. Mais c'est quand même un scandale. C'est un scandale. Des années et des années, on a laissé vous savez, cette situation M. Khan, vous me permettrez. Avec des fraudes, des emplois fictifs. Je n'ai pas envie de revenir en arrière, mais je pense que ce serait honnêtement de la malhonnêteté intellectuelle que de dire que le président Abdoulaye Wade n'a rien fait. Il a fait dans ce pays, il a travaillé, mais il faut aussi qu'on soit conscient de l'héritage du président Abdoulaye Wade, parce que c'est cet héritage que nous sommes en train de gérer tous aujourd'hui. Et certes, l'État est une continuité, mais c'est aujourd'hui, imaginez-vous, l'État qui parle d'audit de la fonction publique, pour vous dire à quel point la magouille était installée au cœur du système. Et c'est dommage. Et tantôt on a parlé 45 milliards. Tantôt on a parlé du foncier. Il y a de bonnes choses que le président Abdoulaye Wade a eu à faire par rapport au foncier. Je vous donne un simple exemple. Les socialistes, par exemple, considéraient que le DPM, le domaine public maritime, il ne fallait pas toucher. Mais aujourd'hui, pour nous, Dakarois, quand nous voyons les réalisations sur la corniche, ça met du baume au cœur. Mais malheureusement, en contrepartie, vous voyez des milliards sur la corniche qui malheureusement ne il n'y a aucune retombée pour aucune collectivité pour sourire les populations. Donc, pour revenir par rapport à l'emploi, je pense que le président de la République a parlé, bien sûr, donc, du secteur privé. Il a salué l'engagement du secteur privé. Il a aussi annoncé des échanges dans un futur proche avec le secteur privé. Mais le plus important, ce que j'ai retenu du discours du président, pas être trop long, c'est qu'il a parlé de la suppression de toutes ces agences, tout de même que nous avons hérité. C'est pourquoi je parle tantôt du... 4 agences. Oui, de l'héritage du régime libéral. Ouais. Et ceci étant dit, je reste convaincu que peut-être, certes, à un moment donné, le président de la République, avec la neige, le FNPJ, il a certes voulu bien faire, il a voulu aider la jeunesse en particulier. Mais les résultats de toutes ces agences au finish, c'est cet héritage aujourd'hui que nous décrivons tous. Parce que ces agences, pour certains d'entre nous, à l'époque, et nous sommes convaincus de cette situation, c'est que c'est des agences, malheureusement, qui servaient plus une clientèle politique. Je ne dis pas que c'était ça le vœu du président Abdoulaye Wade, mais c'était ça la réalité que nous avons constatée sur le terrain. Donc quand le président Macky Sall annonce la suppression et passe à l'acte de toutes ces agences pour la création d'une seule agence et qu'il parle d'une économie de 39 milliards, cette économie sera réinjectée encore dans cette recherche effectivement, dans cette 30 milliards. C'est lui-même qui a annoncé le chiffre, le montant, 39 milliards. À 39, d'accord. Moi j'ai écrit 30. Et il a parlé de réinjecter ce montant dans des politiques sociales et éventuellement de lutte contre le chômage, en particulier des jeunes. C'est une bonne volonté. Et je disais tantôt que le discours du chef de l'État, une fois de plus, ce n'est rien d'autre que
la déclinaison de la feuille de route du chef de l'État. Maintenant, à voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Mais ce que je retiens surtout du chef de l'État, de son discours particulièrement, c'est qu'à la fin de son discours, il a appelé les uns et les autres au rassemblement, à la solidarité. L'opposition a le droit de s'opposer. Nous nous sommes opposés au président Wade. Mais le Sénégal nous appartient. Donc, on ne peut pas construire ce pays dans la division. C'est impossible. On parlera de tout ça. Je sais que depuis la déclaration forte du Khalife général des Mourides, on a l'impression que toute la classe politique sénégalaise s'est assagie. Mais vous me permettez rapidement de terminer, M. Kane, parce que je pense que le président de la République, c'est important d'en parler. Il a parlé des domaines agricoles communautaires. Parce que moi, je suis, si on peut utiliser le terme, je suis issu du milieu urbain. Mais avec cette politique que j'ai pratiquée pendant des années, j'ai découvert que le développement du Sénégal, mais on ne peut pas ne pas parler de l'agriculture. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas tous porter des costumes, des cravates, être dans des bureaux climatisés. Et que la mais sauf qu'ici, on entend de moins en moins le président en parler. Il avait dit qu'il comptait créer 500 000 emplois, essentiellement sur la base de l'agriculture. Il n'en parle que très peu maintenant. Oui, mais sur la base de l'agriculture, c'est possible. Sur la base de l'agriculture, c'est possible. Mais je continue encore à mettre l'accent sur la concertation. Le chef de l'État, il a été élu avec un score soviétique. Il faut dire les choses comme telles. Il a été élu pour un mandat, mais bien sûr, il a été élu pour un mandat de 7 ans, même si lui, il a souhaité en faire 5. Et je pense que ce serait un peu prématuré que de vouloir aujourd'hui évaluer l'action du président. 5 ans. Il en a pris l'engagement. Vous êtes en charge justement de la question de l'emploi. Qu'est-ce qui va changer à partir de maintenant, quand on le chef de l'État qui annonce la fusion en agence de ces 4 agences qui s'occupaient toutes de la question de l'emploi? Oui, d'abord, ce que je voudrais dire ici, il faut que nos amis, même si mais quand même, ce n'est pas bon d'être nihiliste et de tout le temps chercher à brouiller les pistes. Il n'y a aucune contradiction entre Yoni Yokote, SNDES et Plan Sénégal émergent. C'est une continuité. C'est pas parce qu'il y a... Les téléspectateurs... Deuxièmement, il y a trop de bruit. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, je vous ai écouté. Oui, ça n'était pas au courant. Très bien. Je vous écoutez, s'il vous plaît, je vous ai écouté. Ça, c'est la première chose. Il faut qu'on arrête le brouillage. Si on pouvoir, le monde rural l'a ressenti. Et c'est 70% de la population. Je suis désolé. Si on en est aujourd'hui à 2 le kilo d'arachide. D'accord. Pour des collègues personnels à mais laissez Benoît Sambou raisonner, s'il vous plaît. C'est lui qui a la parole. Permettez à Benoît de terminer. Pas les spéculateurs qui même aujourd'hui baissent les bras parce qu'ils n'ont pas acheté. C'est par la loi. Je seulement dire qu'il n'y a pas de bon impayé. C'est tout ce que je voulais dire. S'il vous plaît, Monsieur Fall, Benoît Sambou a la parole. Benoît. Bon, c'est toujours de brouillage, je l'ai compris. Mais non, du tout. Monsieur le ministre, on s'écoute, il faut être serein. Moi, je vous écoute, dire tout ce que vous voulez, vous m'écoutez. Quand je rétablis la vérité, vous m'écoutez et l'amabilité de m'écouter. Deuxième chose, on a invoqué Ablaye, on a appelé Ablaye Wade dans le débat. Ce n'est pas les idées qui faisaient défaut à Ablaye Wade. On ne l'a pas chassé du pouvoir parce qu'il n'avait pas d'idée. Mais derrière chaque idée, il y avait une véritable volonté de spolier les Sénégalais et d'enrichir ses oreilles. C'est ça le programme de Ablaye Wade. Tout le programme d'infrastructure était adossé sur une stratégie de détournement des deniers publics. Il est parti. Maintenant, la question de l'emploi. Le plan Sésame dont on a parlé. Auquel le président, votre actuel président a participé écoutez, sur les 12. Vous aurez la parole de l'heure. Monsieur Fall, oui, mais vous aurez l'occasion de répliquer. Vous aurez l'occasion de répliquer. Oui. Deuxièmement, le plan Sésame de Ablaye Wade a tué les hôpitaux. Parce que les hôpitaux n'étaient pas payés. Parce que l'argent était détourné, par ailleurs. Marche qui ne marche pas sur les places d'Ablaye Wade. Parce que marcher sur les places d'Ablaye Wade, ce serait catastrophique pour notre pays. Maintenant, il y a des idées qui étaient là, qui sont une continuité. Si nous faire, c'est pour le bien-être des Sénégalais, parce que nous ne sommes pas néhilistes.
Le président de la République a souvent félicité Abdoulaye quand il a fait de bonnes choses jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, sur la question de l'emploi. Première chose à comprendre, c'est qu'il s'agissait de considérer la question de l'emploi comme une problématique économique centrale et majeure. Il s'agit. Parce qu'avant, on considérait simplement que c'était transversal. Abdoulaye Wade mettait des ressources et finalement, il a dit aux Sénégalais, j'ai pas de solution. Il l'a dit. Pour l'emploi, il a dit, j'ai pas de solution. Il a même avoué son échec. Il a avoué son échec. C'est très clair, patent. On est d'accord. Et pathétique. Avançons. Oui. Le président de la République arrive, il dit, je fais de la question de l'emploi économique centrale, à prendre en charge par des orientations, des projets, un plan d'action. Des secteurs identifiés, des secteurs à fort potentiel d'absorption de main-d'œuvre, l'agriculture, l'artisanat. C'est toujours d'actualité. Il a parlé des domaines agricoles communautaires. Il a parlé des domaines agricoles communautaires. Le financement va être bouclé d'ici, dans le premier semestre de 2014. 100 milliards qui sont en train d'être recherchés et la BID a déjà inscrit ce projet comme prioritaire en annonçant 65 milliards pour ce programme révolutionnaire qui, au-delà de la production agricole, est un véritable programme de création de services en milieu rural. Production, transformation, prestation de services, équipements sociaux. C'est une révolution pour notre pays. Création de centaines de milliers d'emplois. Le secteur de l'artisanat. Modernisation de ce secteur, un secteur à fort potentiel d'absorption de main-d'œuvre, où aujourd'hui, il parlait des citadins, beaucoup de jeunes citadins évoluent dans ce secteur, où ils n'arrivent pas à créer de la richesse. Nous avons fait le diagnostic. Qu'est-ce que nous allons faire? Les regrouper, les organiser, de la formation nécessaire, de mettre à la disposition l'outillage nécessaire à la production de qualité et à l'accès à la commande publique. Le financement est disponible, c'est dans le cadre du programme BAD, programme d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes, 18 milliards. Mais ce qu'on a quand même, ce à quoi on assiste, Benoît Sambou, reconnaissons-le, ce sont ces agents de sécurité. Je vais y revenir. Oui, on va créer quelques milliers d'emplois, mais est-ce que c'est des emplois créateurs de richesse? Je vais y revenir. Avec plus maintenant. Je vais y revenir. Quand on n'avait pas de solution, au Sénégal, on n'avait pas de solution. Lui, il a des solutions. Troisième secteur, les technologies de l'information et de la communication. Programme de téléservices publics. Développement du génie créateur des Sénégalais. Un programme extrêmement important qui va nous valoir énormément de satisfaction. Et ça va se faire à partir de janvier, dans le cadre du programme PAPEJ. Parce que nous avons compris que, au lieu de mettre toujours des ressources à la disposition des agences pour l'auto-emploi, il s'agissait d'identifier des secteurs porteurs, d'accompagner les jeunes en tirant les conséquences de programmes comme le programme des maîtrisards et autres, ou bien ce que le FNPJ a fait, etc. Beaucoup de ressources injectées, mais sans résultat. Donc, des programmes structurants qui accompagnent les jeunes, qui les insèrent et qui leur permettent de créer de la véritable valeur. Maintenant, rationalisation des agences. Suppression de ces agences pléthoriques qui, après le diagnostic, nous nous sommes rendus compte qu'elles n'avaient pas l'efficacité requise. On les regroupe pour plus d'efficacité et de rationalisation des ressources. L'agence, maintenant, pour cela, c'est un long processus pour arriver à terme. Mais il faut des projets à effet immédiat. Les projets HMO. Et l'agence de sécurité de proximité entre dans ce cadre-là. Recruter, organiser, qui sont entraînés à prendre en charge les préoccupations de citoyenneté et qui vont agir dans des domaines d'utilité publique. Pendant leur séjour dans cette agence, ces jeunes vont être accompagnés, formés. On va leur donner un métier et au sortir, il y aura un fonds de réinsertion. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Très bien.
Thierno Bocoum. À côté, je termine. Terminez quand même, mais terminez en quelques secondes. Terminez en quelques secondes. Vous l'aviez coupé quand même. Bon, il est en train de rattraper le temps pour lui, mais terminez. En attendant, recrutement dans la fonction publique. Oui. Avec plus de 8 postes qui ont été créés. Identification des niches où aujourd'hui, on a pu constater qu'il y a 12 000 quand même postes qui étaient rémunérés sans qu'il y ait de gens qui travaillent réellement. La question de l'emploi, elle va être réglée au Sénégal. Et aujourd'hui, en lisant le programme d'emploi, les jeunes sont rassurés. Je suis en charge de ce secteur. Et aujourd'hui, nous avons initié même des projets, nous avons initié donc des stratégies avec un insérant des jeunes dans des fermes. Et surtout, ce qui est important, c'est faire en sorte que ces jeunes découvrent de nouveaux métiers. Très bien. Finalement, le Sénégal a une solution là où Wade n'en avait pas du tout. C'est ça qui est important.